Bienvenue sur la 98.5, il est 18h, l'heure de vous informer, le journal, voici les titres. 26 septembre 2002, 26 septembre 2022, 20 ans, l'on se souvient du naufrage du bateau Le Joola, des cérémonies de recueillement de prières entre Ziguinchor et Dakar, une célébration sur fond de revendications dont le renflouement de l'épave du bateau, mais qui semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Le point dans cette édition. Pendant ce temps, le chef de l'État préside la concertation sur la vie chère, mais la baisse des prix des denrées est quasi impossible. Khadissé nous expliquera les raisons dans ce 18h. Nous parlons également politique avec les leaders de Yewwi Askan Wi qui dénoncent la tentative de confiscation du mandat du député maire de Dakar. Vous entendrez l'un des leaders dans cette édition qui va également revenir sur les préparatifs du Gamou de Tivaouane 2022 avec les séances de la Bourda qui démarre ce lundi. Babacar Sow nous fera la jeunesse dans cette édition. À suivre l'actualité internationale, c'est les sportives et info et la page Éco qui va compléter cette session d'information mise en œuvre par Hassan Djoun. Abdoulaye Diop. À la présentation, bonsoir et bienvenue. Politique pour démarrer avec la conférence de presse des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi après la formation du nouveau gouvernement. Ousmane Sonko, Déthié Fall et compagnie affichent leur scepticisme par rapport aux réelles capacités du gouvernement dit de combat sur le plan politique. Les leaders fustigent la tentative de confiscation du député maire Barthélémy Dias de Dakar et invitent le peuple à défendre les mandats de ses élus. Écoutons ce propos Ousmane Sonko au micro d'Amadou Moustapha Dia. Il a dit gouvernement de combat. Il s'est réveillé trop tard parce qu'il y a une opposition de combat depuis très longtemps. C'est une assemblée de dialogue ou alors ce sera une assemblée de blocage. Et même peut-être pas de blocage parce que si la nouvelle majorité que nous avons fonctionne correctement, les gens feront passer ce qu'ils veulent passer. L'opposition en tout cas. Et n'attendez absolument rien de ce gouvernement. Amadou Ba a été ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans. L'économie du Sénégal est par terre. Rien ne marche. Nos députés les attendent à l'Assemblée nationale. Dans quelques semaines, en tout cas, sera la session budgétaire. Toutes ces questions seront remises sur place. Nos députés l'attendent pour sa déclaration de politique générale. Et nos députés les attendent tous d'ailleurs, à commencer par Macky Sall, pour leur déclaration de patrimoine. Et tous les Sénégalais les attendent pour qu'ils déclarent leur patrimoine. Et les Sénégalais seront ébahis de voir comment des Sénégalais sont riches, alors qu'ils n'ont exercé que des fonctions publiques. Et ce gouvernement-là ne réglera pas les problèmes des Sénégalais. Le coût de la vie, le coût du loyer, le chômage des jeunes, le problème des soins médicaux, l'école, l'université, rien ne changera parce que à la base, Macky Sall a raté les choses depuis 2019. Il n'a aucune vision. Il n'a pas su construire un pays et une économie. Il s'est trompé de priorité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème au niveau international, le Sénégal est enrhumé. Faisons focus sur 2024 pour que la page Macky Sall soit définitivement tournée. Lorsque le peuple choisissait de confier les rênes de la plus grande ville du Sénégal, la capitale du Sénégal, la ville de Dakar, à Barthélémy Dias, il l'a fait en connaissance de cause. Le peuple savait qu'il y avait une procédure judiciaire, mais le peuple a voulu lancer un signal. C'est de dire que nous savons que c'est un complot politique. Nous ne croyons pas et nous allons lui confier un mandat. Parce que si le peuple était convaincu de la culpabilité de Barthélémy Dias, il n'aurait pas voté pour lui. Aucun peuple ne voterait pour des assassins. Et ce même peuple est revenu pour dire que nous voulons que Barthélémy Dias aille à l'Assemblée nationale. Ce n'est ni à Macky Sall, ni à sa justice inféodée d'enlever ce mandat des mains de Barthélémy Dias. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas des questions judiciaires. C'est vrai, l'Assemblée nationale aurait dû empêcher cela. Moi, je dis que ce n'est ni une affaire d'Assemblée nationale, ni une affaire de justice. Dans ce pays-là, avec Macky Sall, il n'y a qu'une chose qui fonctionne. Parce qu'il n'en a cure de la loi. C'est des problèmes politiques, ça se règle politiquement. Et c'est au peuple de défendre les mandats qu'il a confiés à des gens. Ousmane Sonko, des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, déclaration de Aminata Touré et ses positions, son avenir politique. Selon l'analyste Paul Diongo, cette nouvelle posture augure à plusieurs regards de lendemain difficile pour la coalition Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, comme dans la perspective de la présidentielle de 2024. Momar Diong avec Amadou Moustapha Dia. Elle a commencé le combat. On a titré aujourd'hui en disant que Mimi Touré entrait dans le maquis. Elle a commencé également par toucher là où ça fait le plus mal, à savoir la question du 3e mandat. On connaît la position qu'elle a toujours affichée là-dessus et il se pourrait en réalité que ce soit véritablement le casus belli, c'est-à-dire la pomme de discorde entre le président Macky Sall et Mimi Touré pourrait être effectivement
le rejet de toute idée de troisième mandat de la part de Mimi Touré. Parce que quand même, il faut lui reconnaître une certaine constance sur cette question-là. Elle n'est jamais allée dans le sens de conforter le président Macky Sall dans l'idée qu'il pouvait faire un troisième mandat. Si aujourd'hui elle engage le combat et porte en épingle ce combat contre le troisième mandat, ça peut se comprendre aisément. Mimi Touré est aujourd'hui dans la même position. Pour avoir été à 2 reprises la directrice de campagne de Macky Sall, là où elle pourrait encore faire plus mal, c'est par rapport à sa connaissance du dispositif électoral de Benno Bokk Yakaar et du président Macky Sall. Mimi Touré a été en 2012 puis en 2019, la directrice de campagne du président Macky Sall. Elle a eu également à coordonner et à prendre en charge les pôles parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar pour tous les types d'élections. À partir de ce moment où elle a une connaissance très approfondie de la machine électorale, de l'appareil électoral et du dispositif électoral mis en place par le président Macky Sall. Et sa posture aujourd'hui rappelle à bien des égards celle du président Macky Sall en 2012. La deuxième chose qui prouve que Mimi Touré pourrait faire très mal avec sa nouvelle posture, c'est que c'est de tradition au Sénégal que les Sénégalais se prennent de sympathie pour les hommes politiques ou les femmes politiques qu'ils estiment être victimes d'une injustice ou d'une cabale à l'intérieur de leur parti. On sait également qu'elle a eu à avaler beaucoup de couleuvres de la part du président Macky Sall. Aujourd'hui, qu'elle se trouve en face du président Macky Sall et décide d'entrer dans le maquis, décide d'engager le combat contre lui et surtout en ayant en bandoulière un sujet sensible comme le troisième mandat, Mimi Touré peut faire extrêmement mal. La présence des femmes au niveau des instances de souveraineté des secteurs donc extractifs, c'est le plaidoyer porté par le projet VLF. Cette voix et leadership des femmes au Sénégal face aux multiples enjeux du pétrole dans notre pays. Ces femmes doivent être formées et responsabilisées et soutiennent plusieurs organisations et réseaux de femmes réunies autour du projet. Marie-Rosalie Ndiaye. Au Sénégal, les femmes ne représentent que 7% dans le secteur extractif, selon le rapport ITIE 2020. Des statistiques extrêmement dérisoires du fait de l'absence de cartographie dans le secteur, selon Nyanya Diène Diassé, chargée de projet senior à Win Sénégal. Quand je dis dans le secteur, ce chiffre ne couvre que les entreprises minières, pétrolières et gazières qui entrent dans le périmètre de conciliation de l'ITIE. Ce qui veut dire qu'il s'agit là d'un chiffre qui est partiel. Parce que ne tenons pas compte des femmes qui sont dans l'administration minière, ne tenons pas compte également les femmes entrepreneurs, ne tenons pas compte aussi des femmes qui sont impactées par les activités extractives et qui ressentent fortement les impacts négatifs, les externalités négatives au quotidien et qui impactent également par ricochet leurs enfants. Les femmes sénégalaises doivent s'immiscer dans la gouvernance des ressources extractives et pour ce faire, elles doivent être préparées, sensibilisées et formées. Un plaidoyer de Safiatou Diop, présidente du réseau Siggil Jigéen. De ce point de vue, nous voulons que les femmes puissent prendre leurs responsabilités pour s'immiscer dans la gouvernance, gérer mieux et autrement ce pays-là, gérer mieux et autrement ce secteur qui est devenu un enjeu stratégique mondial, un enjeu stratégique régional et un enjeu stratégique national. Gérer mieux pour que nous puissions avoir une stabilité, gérer mieux pour que nous puissions avoir une paix, gérer mieux pour que nous puissions avoir une prospérité et un développement qui prennent en charge l'ensemble des catégories vraiment qui doivent être impliquées, c'est-à-dire que ça soit un développement équitable. Cette activité de plaidoyer sur la participation des femmes aux instances de gouvernance du secteur extractif entre dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes au Sénégal, un projet qui vise à soutenir des organisations et réseaux de promotion des droits des femmes et des filles. Sud FM. On se souvient ce 26 septembre du naufrage du bateau le Joola. Une cérémonie officielle a eu lieu au port de Ziguinchor. Recueillement à Kantène également. C'est pour marquer le 20e anniversaire du naufrage du bateau le Joola qui a fait près de 2000 victimes. Les familles continuent de réclamer le renflouement du bateau. Ben Michel Kanfondi.
Le bateau le Joola qui a fait plus de 1900 victimes, les familles de celles-ci continuent de demander le renflouement du bateau qui a coulé le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes. Boubacar Ba, président du collectif des familles des victimes, a réitéré ce vœu ce matin lors de la cérémonie de commémoration de cette catastrophe maritime. Abandonner nos papas et mamans dans l'eau est une solution inadaptée au pays de la diplomatie humaine. Notre illustre pasteur feu, Monseigneur Jacques Sarr, nous demande encore en ce 20e anniversaire inscrit sous le sceau du renflouement de l'épave du Joola, de méditer cette solitude abyssale de ceux que nous avons tant aimés, la souffrance de leur corps et de leur âme massacrée par la houle. Nous citons, on ne peut pas laisser à la mer tant d'êtres qui nous sont chers et faire comme si de rien n'était. Par le renflouement du Joola, nous voulons simplement répondre à cet appel, mais avec main tendue de nos victimes pour les épargner de ces vagues agressives qui les massacrent au quotidien. Mais cette revendication a été ignorée par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui a présidé la cérémonie commémorative. Celle-ci a démarré au cimetière de Kantène où 41 victimes ont été inhumées. Là-bas, prières et recueillements ont marqué cette étape qui a précédé le dépôt de gerbes de fleurs et les allocutions au port de Ziguinchor. Après la cérémonie, le ministre des Forces armées et sa délégation ont procédé à une visite des chantiers du mémorial musée le Joola. Maître Sidiki Kaba s'est dit rassuré de l'état d'avancement. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel, merci. Au cimetière des naufragés de Mbao également, dépôt de gerbes de fleurs, prières et recueillements ont animé cette journée. Comme à Ziguinchor, les familles des victimes du Joola continuent également de réclamer le renflouement du bateau El Hadj Moussa Dia. L'émotion était encore vive dans le cimetière des naufragés du Joola à Mbao. Entre pleurs et revendications, les familles des victimes continuent de réclamer le mémorial, a indiqué Nadine Versace, mère d'une victime française. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit baisser les bras? Non. Je pense qu'aujourd'hui, notre combat, c'est aussi pour le mémorial. Pour la justice, nous avons été au bout du bout. Étreint par l'émotion, Aline Badra Goudiaby demande le renflouement du bateau, seul moyen de faire leur deuil convenablement. Pourquoi ça? Nous pleurons nos morts et on ne les voit pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont qu'à nous renflouer le bateau. C'est tout. C'est ce qu'on a besoin. Le renflouement, ils n'ont qu'à nous renflouer le bateau. On va au moins prier pour de bon et pleurer pour de bon. Ce dernier de renchérir pour exiger que la lumière soit faite sur le drame qui est survenu en haute mer, occasionnant plus de 1800 morts. Pour lui, les responsabilités doivent être situées. Il faut dire la vérité. Il faut toucher le marteau, l'enclume. Il faut taper quand le fer est chaud. Il est temps que Maître Abdoulaye Wade, Mame Madior Boye, Youba Sambou et qu'on soit tous ces derniers-là, ñu ñëw wax l'association des parents des victimes, lan moo tax bateau bi dugg ci géej bi. Pour sa part, l'archevêque de Dakar invite à un examen de conscience pour que pareille situation ne se reproduise. Archevêque Benjamin Ndiaye. C'est pas seulement de faire l'examen de conscience des autres, mais c'est aussi de faire mon propre examen de conscience pour savoir où est-ce que je suis rendu dans ma prise de responsabilité aujourd'hui pour que ce pays s'améliore, que nous soyons tous acteurs dans le développement organisé. Mais ce n'est pas dans la pagaille que nous pourrons avancer. L'archevêque de rajouter que l'Église va accompagner les familles pour l'érection de mémorial. C'est légitime qu'il y ait des signes qui montrent le drame et nous continuerons à vous soutenir pour que ce mémorial et ce qui doit l'accompagner puisse voir le jour. Parce que c'est indispensable que cela nous rappelle ce qui nous est arrivé pour que ça ne revienne pas. Les familles des victimes du Joola ont aussi déploré l'absence d'appui de l'État pour les veuves, la prise en charge psychologique pour les familles des victimes. Un dépôt de gerbes sur les 129 fosses communes a clôturé la cérémonie. Mbao El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. À Saint-Louis également, la communauté casamançaise s'est souvenue aujourd'hui des naufragés du bateau le Joola. Elle a invité le gouvernement à élucider ce dossier. Elle dénonce une négligence. Ses membres attendent également la concrétisation des promesses faites par le régime d'alors quant à l'accompagnement des familles des victimes. Les détails avec Yves Tendeng. S'il y a des personnes ici à Saint-Louis qui ne sont pas prêtes du tout d'oublier les disparus du naufrage du bateau le Joola, ce sont bien sûr les membres de la forte communauté casamançaise basée dans la capitale du Nord. Ils se souviennent toujours de ce drame qui les a bouleversés comme si cela s'est passé hier.
Cheikh Sadimane, un des cadres casamassés vivant à Saint-Louis, porte leur parole. Aujourd'hui, la Casamance est en deuil. C'est comme si l'événement s'est produit hier. Chaque 26 septembre, c'est comme une plaie qui est là, qui reprend encore vie. Aujourd'hui, si vous allez en Casamance, tout le monde est triste. Parce que les gens se rappellent comme si c'est aujourd'hui même. L'autre effet aussi, l'événement du bateau a créé beaucoup de conséquences en Casamance. Jusqu'à présent, et c'est tous les plans. Le plan commercial, parce que maintenant, nos femmes, nos mamans, nos sœurs ne parviennent plus à faire le commerce comme auparavant. Le plan éducationnel, le plan culturel aussi, on a perdu une troupe théâtrale. Pour vous dire que toujours il y a le vide qui est là. Cet anniversaire du naufrage du bateau le Joola est la énième occasion qui est saisie pour interpeller l'État du Sénégal sur ce dossier qui tarde toujours à être élucidé. Pour ce qui est des enquêtes, jusqu'à présent nous on attend. Malgré il y a une négligence des autorités de l'État, mais je dis toujours que l'État c'est une continuité. Donc le président Macky Sall, il n'a pas encore se prononcé par rapport au cas du bateau. Et toute la Casamance entière, on l'attend. Mais également, il invite le gouvernement à tenir parole quant à la promesse faite par le régime d'alors, à savoir d'accompagner les familles des victimes. Il y a une défaillance. Parce que jusqu'à présent, il ne peut pas nous dire exactement qu'est-ce que l'État a fait pour ces enfants-là. D'autres qui ont besoin de soutien scolaire, d'autres qui ont besoin de soutien psychologique. Et l'homme de plaider aussi pour le renflouement de l'épave du bateau le Joola pour servir de mémorial. Nous voulons vraiment qu'il y ait un symbole, même si on peut sortir une partie du bateau et essayer de trouver quelque part où on va créer un musée, où maintenant les gens vont de temps en temps se souvenir. Des prières sont formulées dans les mosquées et même dans les églises pour le repos des âmes de ces nombreux disparus. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, merci. Incendie au marché central de Kaolack. Le sinistre qui s'est déclaré hier lui a ravagé du cosmétique occasionnant des dégâts estimés à plusieurs dizaines de millions. Selon les témoins, l'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire le feu. L'origine du sinistre serait liée à un court-circuit selon les témoins qui dénoncent les branchements anarchiques nombreux dans ce grand lieu de commerce. 18h17, nous parlons politique migratoire. Le Sénégal encore en retard, rectifié en 2018. Sa validation tarde de l'urgence de la réadaptation face au flux migratoire. Les autorités doivent repenser les contours majeurs de la migration, surtout du travail très demandé, qui donne peu de réponses. Josette Kali. La politique migratoire sénégalaise traîne les pieds. Après la ratification du processus, sa validation tarde, des documents qu'il faut d'ailleurs revoir et les réadapter. Badara Ndiaye, membre du consortium. Le Sénégal de vouloir obtenir une politique migratoire. Moi, je trouve que c'est intéressant et c'est très important. Mais entre la mise en œuvre et le processus de discussion à l'adoption technique en 2018 et maintenant, il n'y a pas eu de validation politique. Donc, il y a beaucoup de points qui méritent d'être révisés, d'autres approfondis, d'autres changés. Nous avons pensé que la politique migratoire renouvelée et articulée autour de la question de la gouvernance pourrait contribuer largement dans ce domaine. Hormis les nombreux engagements, le Sénégal doit plus booster sa politique migratoire en termes de travail. Un secteur très sollicité mais pauvre d'idées et de propositions. Prendre en compte la question de la migration de main-d'œuvre, la migration de travail. Tous les jeunes qui partent, pour l'essentiel, c'est la recherche d'emploi. Les personnes, les migrants qui viennent au Sénégal, au plus de 80%, je cherche du travail ici. Mais Dakar est un hub aujourd'hui de recherche d'emploi et 80% se retrouvent au niveau du secteur informel. Deuxième point, les migrants internes, les Sénégalaises et les Sénégalais qui quittent les régions et qui viennent à Dakar recherchent un emploi et une vie décente. Ça veut dire que l'emploi, la migration de travail, que ce soit une migration interne comme une migration internationale, devient un enjeu essentiel pour la politique migratoire. Plusieurs recommandations ont été soumises aux autorités pour répondre aux attentes des migrants. Badara Ndiaye. Et donc nous avons pensé à la primature pouvait jouer un rôle en termes de facilitation de la coordination au niveau institutionnel, avec la réfraction aussi au niveau de la collaboration avec les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques au niveau décentralisé, au niveau local et avec la diaspora. Intégrant la question des mobilités, la question des conventions internationales, la régulation des agences privées de placement. Troisième chose, c'est les conventions africaines et les conventions internationales. Ces acteurs de 10 organisations plaident pour la ratification du protocole afin de repenser les grands axes de la politique migratoire au Sénégal.
Hadi Josette Kali, merci. Le chef de l'État préside actuellement donc les concertations sur la vie chère en attendant la baisse des prix des denrées de consommation est quasi impossible face aux multiples crises que traverse le monde. Le Sénégal fait face à des contraintes budgétaires, l'allègement fiscal et la subvention ne sont plus possibles, estime l'économiste Mansour Samb. L'État doit réduire son train de vie. Hadi Sen. Les prix des produits montent partout dans le monde. L'inflation est passée par là. Le Sénégal n'est pas épargné. Les populations subissent et vont encore subir. L'État du Sénégal fait face à des contraintes budgétaires, selon l'économiste Mansour Samb. Il y a ce qu'on appelle les contraintes budgétaires. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a fait beaucoup d'allègements fiscaux. Aujourd'hui, l'État est capable encore d'aller encore vers plus d'allègements fiscaux. Si on sait que l'État a un besoin de budget et l'État ne peut continuer à faire des allègements parce que l'État a beaucoup de charges. Au niveau de l'emprunt, aucun État ne peut emprunter pour subventionner des produits de première nécessité. Ça, le programme du Sénégal avec les FMI ne va jamais accepter ça. Donc aujourd'hui, l'emprunt, c'est pas possible. La deuxième contrainte, c'est qu'aujourd'hui, au niveau international, les prix des matières premières sont en train de flamber partout. Quand les prix des matières premières flambent au niveau international, l'État ne peut rien faire. Aujourd'hui, les entreprises sénégalaises qui produisent à partir de ces matières premières sont obligées d'augmenter leurs prix, sinon ils ne vont pas tenir. Face à cette situation, le chef de l'État lance des concertations sur la vie chère pour trouver des solutions. Selon l'économiste, ce sera juste une journée de communication. Aujourd'hui, cette journée, ça va être une journée de communication. L'État va être devant les Sénégalais et leur dire, nous avons fait ça. Nous avons fait ça pour vous alléger la charge. Nous avons fait ça. L'État va communiquer pour dire aux Sénégalais c'est ce que nous avons fait. L'État doit réduire son train de vie budgétivore pour soulager les populations. Tout ce que l'État pourrait faire pour montrer aux Sénégalais que vraiment nous sentons ce que vous faites, c'est de réduire le gouvernement du Sénégal. On peut pas être en ce moment dans cette crise et que le président Macky Sall revient encore avec un gouvernement de 38 ministres, revient encore pour conserver toutes les institutions budgétivores qu'il y a au Sénégal. Alors qu'on sait qu'on est dans un monde en crise, qu'au Sénégal, les populations sont en train de souffrir. Aujourd'hui, tout ce que l'État pourrait faire, c'est de dire aux Sénégalais que je me solidarise à vous, que je comprends ce que vous vivez, et moi, État du Sénégal, je vais réduire mon train de vie, je vais me limiter à 25 minutes et je vais éliminer les institutions. Et l'économiste Mansour Samb d'ajouter, pour sortir de cette situation, l'État doit adopter une économie de production et non une économie d'importation. 18h23 à Tivaouane. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le journal sur le choix de la différence et c'est un excellent choix. Sud FM, l'info, c'est ici. À Gamou de Tivaouane, édition 2022, les séances de la Bourda démarrent ce lundi des panégyriques sur le prophète Mohammed à 10 jours de l'événement religieux, des moments de recueillement et de prière dont Babacar Sow nous fait la genèse. Démarrage du Bourde en prélude au Gamou de Tivaouane ce lundi 26 septembre 2022. La Bourda à l'origine, une panégyrique sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de l'imam Boussari du célèbre manteau qui l'avait guéri de sa maladie incurable. Ceci dès l'apparition de la lune pendant 10 jours successifs dont le vénéré Seydi Hadj Malick Sy axa sa pédagogie. Et comme les connaisseurs diversent sur la date exacte de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la majorité estime que c'est le 12e jour du mois lunaire du Mawlud, plutôt que le 10 ou le 9. L'humble serviteur de la miséricorde Seydi Hadj Malick Sy, pour éviter de rater le jour exact, a occupé les 10 premiers jours par la Bourda afin d'attirer l'attention sur l'importance de cette nuit. Une tradition dans la cité de Mamaudo avec 10 jours de prière de recueillement chaque nuit. La Bourda, sublime moment de grâce mais aussi de retrouvailles et de réjouissance populaire, pour ne pas nommer les bourdes populaires, pour la célébration le 12 Rabiul Awal sur l'initiative de la famille Sy de Tivaouane avec la marque indélébile du regretté Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin. Des activités religieuses qui démarrent aujourd'hui à Tivaouane et un peu partout dans les foyers religieux de la Tariqa Tijaniya. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Le monde des arts et de la culture en deuil, l'artiste musicien compositeur Amadou Diallo, alias Billy Boy, est décédé ce lundi des suites d'une longue maladie. Billy, dont la production Kermendeng a égayé le public au Sénégal et à l'étranger. Ce jeune créateur est originaire de Goudomp où il sera porté en terre. Une avalanche de compassion fuse de partout sur les réseaux sociaux et en son domicile familial. La correspondance de Moussa Dramé.
À jamais cette voix stridente d'Amadou Diallo alias Billy Boy, artiste, musicien, compositeur. C'est ce lundi tôt le matin que la nouvelle est tombée comme un couperet sur les milliers de fans, parents et proches. Amadou Diallo alias Billy Boy était également connu pour son époustouflant titre de Kermendin. Il a tiré sa révérence au centre hospitalier régional de Ziguinchor où il était admis. Depuis quelques mois en effet, l'artiste est resté loin des scènes et autres spectacles en raison de sa maladie qui le retenait au lit. Ces nombreux titres qui ont égayé le grand public lui ont valu un fort capital de sympathie et un élan soutenu de compassion à l'annonce de sa mort ce lundi. Sur les réseaux sociaux, c'est une avalanche de témoignages sur les qualités artistiques et humaines de l'homme. Son sens élevé de management assure la cohésion de son groupe. Rien que du bien sur lui et ses œuvres. Malam Mané, un confrère de Goudom, témoigne de la sagacité de Billy et de son esprit entrepreneurial. Elhaj Arfan Bakari Djité, khalife général de Tabadjan Adiana Malari, parle d'un garçon correct et respectueux des aînés. Billy Boy était très connu du grand public sénégalais et même à l'étranger. Il avait accompagné le président Adama Barrow de la Gambie et Mbalo de la Guinée-Bissau lors de leur campagne électorale. Il a aussi visité les États-Unis où de nombreux fans lui ont témoigné reconnaissant ses talents. Billy Boy était marié et père de plusieurs enfants. Il sera porté en terre ce lundi 26 septembre à son Goudop natal. Le groupe Sud Communication par ma voix présente ses condoléances les plus émues à sa famille et proches. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de l'analyste politique Momar Diong. Il s'entretient avec Amadou Moustapha Dieng sur la déclaration d'Aminata Touré, ses positions et son avenir politique. Je vous propose de l'écouter. Momar Diong, bonjour. Quelle lecture politique pouvez-vous nous faire de la sortie d'Aminata Touré hier? Écoutez, Mimi Touré a commencé hier à montrer à quel point elle pouvait se sentir trahie par le président Macky Sall. Elle a commencé par dire tout le sacrifice qu'elle a eu à consentir en tant que tête de liste pour mener campagne pour le triomphe de la coalition Benno Bokk Yakaar. Elle a aussi fait savoir que c'est en accord avec le président de la République qu'elle s'était engagée pour viser en réalité la présidence de l'Assemblée nationale. Et que c'est au dernier moment, in extremis, que le président a dû porter son choix sur Amadou Mame Diop. Donc, elle a vécu ça très sincèrement comme un coup de poignard. Un de plus de la part du président. Maintenant, elle a commencé le combat. On a titré aujourd'hui en disant que Mimi Touré entrait dans le maquis. Elle a commencé également par toucher là où ça fait le plus mal, à savoir la question du troisième mandat. On connaît la position qu'elle a toujours affichée là-dessus, et il se pourrait en réalité que ce soit véritablement le casus belli. C'est-à-dire la pomme de discorde entre le président Macky Sall et Mimi Touré pourrait être effectivement le rejet de toute idée de troisième mandat de la part de Mimi Touré. Parce que quand même, il faut lui reconnaître une certaine constance sur cette question-là. Elle n'est jamais allée dans le sens de conforter le président Macky Sall dans l'idée qu'il pouvait faire un troisième mandat. Si aujourd'hui elle engage le combat et porte en épingle ce combat contre le troisième mandat, ça peut se comprendre aisément. Au-delà de l'aspect du troisième mandat, elle a aussi déclaré qu'elle va se retirer du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Quel impact et quelles conséquences pour cette coalition et le parti APR? C'est une complication de plus pour le président Macky Sall et Benno Bokk Yakaar. D'abord, la majorité était très étriquée. Il a fallu le renfort de Pape Diop pour que, d'une courte tête, la coalition Benno Bokk Yakaar gagne la majorité contre l'opposition regroupée. À partir de ce moment-là, si Mimi Touré décide de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar, ça rend encore plus complexe la situation pour Benno Bokk Yakaar et pour la majorité présidentielle. Maintenant, moi, ce que je crains surtout, et là où on peut avoir des appréhensions par rapport à la nouvelle posture de Mimi Touré vis-à-vis du président Macky Sall, c'est que Mimi Touré pourrait faire extrêmement mal au-delà même de l'Assemblée nationale. Mimi Touré a été directrice de campagne du candidat Macky Sall en 2012. Elle l'a aussi été en 2019. Elle a été au cœur du dispositif mis en place par la coalition Benno Bokk Yakaar pour le parrainage. Donc, elle était au cœur du dispositif électoral, au cœur de la machine électorale du président Macky Sall. Et de ce point de vue, sa posture rappelle celle du président Macky Sall à l'époque. Quand Macky Sall s'était querellé avec Abdoulaye Wade, il s'était reposé en réalité sur la connaissance qu'il avait du Parti démocratique sénégalais, sur la maîtrise qu'il avait du dispositif électoral mis en place, parce que souvenez-vous, à l'époque, il était le numéro 2. Et avait parcouru tout le pays, connaissait tous les coins et les recoins du parti, du pays, connaissait également tous les bastions du Parti démocratique sénégalais, et c'est sur ça qu'il s'est opposé à sa victoire.
Touré est aujourd'hui dans la même position. Pour avoir été à 2 reprises la directrice de campagne de Macky Sall, là où elle pourrait encore faire plus mal, c'est par rapport à sa connaissance du dispositif électoral de Benno Bokk Yakaar et du président Macky Sall. Mimi Touré a été en 2012, puis en 2019, la directrice de campagne du président Macky Sall. Elle a eu également à coordonner et en prendre en charge les pôles parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar pour tous les types d'élections. À partir de ce moment, il a une connaissance très approfondie de la machine électorale, de l'appareil électoral et du dispositif électoral mis en place par le président Macky Sall. Et sa posture aujourd'hui rappelle à bien des égards celle du président Macky Sall en 2012. Quand il s'était querellé avec le président Abdoulaye Wade, il s'était appuyé sur sa connaissance du Parti démocratique sénégalais pour bâtir sa victoire. À l'époque, en tant que numéro 2, il avait eu à sillonner les coins et les recoins du pays. Il connaissait tous les bastions, tous les chefs du Parti démocratique sénégalais. Et c'est ça qu'il s'était reposé pour bâtir sa victoire. Mimi Touré a aujourd'hui la même opportunité. La deuxième chose qui prouve que Mimi Touré pourrait faire très mal avec sa nouvelle posture, c'est que c'est de tradition au Sénégal que les Sénégalais se prennent de sympathie pour les hommes politiques ou les femmes politiques qu'ils estiment être victimes d'une injustice ou d'une cabale à l'intérieur de leur parti. Et le président Macky Sall lui-même en a profité en 2012, quand on a vu que Abdoulaye Wade s'était acharné sur lui jusqu'à lui arracher, entre guillemets, la présidence de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko doit lui aussi sa montée en puissance sur l'échiquier politique, à son limogeage d'abord en tant qu'ancien inspecteur des impôts et domaines par le président Macky Sall, et de tout ce que les Sénégalais perçoivent comme des attaques formulées par le pouvoir pour entraver sa marche politique. Aujourd'hui, Mimi Touré se sent trahi et a insisté sur ce qui s'est passé pour que les Sénégalais appréhendent à sa juste mesure la trahison qu'il a reçue du président Macky Sall. Elle a commencé hier par dire tout le sacrifice qu'elle a consenti pour battre campagne. On sait également qu'elle a eu à avaler beaucoup de couleuvres de la part du président Macky Sall. Aujourd'hui, qu'elle se trouve en face du président Macky Sall et décide d'entrer dans le maquis, décide d'engager le combat contre lui, et surtout en ayant en bandoulière un sujet sensible comme le 3e mandat, Mimi Touré peut faire extrêmement. Abdoulaye Diop. C'est la fin de ce journal. Il vous a été présenté avec un réel plaisir par Abdoulaye Diop. Merci à Sanchoun pour le soutien technique, à vous également pour l'oreille attentive ici à Sacré-Cœur et partout où vous nous recevez. Toute la rédaction du Choix de la Différence vous dit merci de votre fidélité. L'info revient à 21h à 22h pour les grandes éditions en Wolof et en français. En attendant, je vous laisse avec Amadou Moussa Fadien pour sa page culture spéciale naufrage du bateau le Joola. S'en suivra Sud Nutrition avec Marie-Roselle Ndiaye et Dr Bintou Cheikh Seck. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de Sud FM Sen Radio.